Bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Pour cet épisode, aujourd'hui, Claude reçoit Georges Simard, astronome amateur, passionné et passionnant, qui va vous parler de l'astronomie participative, une activité de plus en plus facile d'accès grâce au progrès de la technologie. Bon épisode à vous et bon voyage dans l'espace. Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, où que vous soyez dans l'espace, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est moi, Claude Lafleur, qui assume la barre du voyage dans l'espace cette semaine, parce que nous allons parler d'un sujet un peu particulier, l'astronomie participative, avec un astronomateur qui en fait de l'astronomie participative. C'est notre balado d'été et à chaque mois de juillet, on publie un balado qui vous invite à profiter de l'été, à profiter du ciel pour l'observer, pour soit simplement prendre connaissance de ce qu'il y a au ciel, soit de prendre des photos, ou peut-être même là, éventuellement, à songer à participer à de la recherche scientifique, comme on va le voir avec Georges Simard. Mais juste avant d'aller plus loin, je ne veux pas oublier de remercier notre ami à Georges et à moi, Jean-Pierre Simard, Jean-Pierre Lessard, qui nous a vraiment aidés dans ce balado-là. Merci Jean-Pierre pour ta participation, c'est très apprécié. Ça fait que c'est vraiment avec plaisir que j'accueille quelqu'un vraiment de passionnant, vous allez le constater. Georges, vraiment, il a une carrière d'astronomie assez intéressante. Bonjour Georges. Oui, bonjour Claude et bonjour tout le monde. Non. Dites-moi, avant d'aller un peu plus loin, on va parler un peu de ta carrière, Georges. À l'origine, tu es un ingénieur en électrotechnique qui travaille pour Hydro-Québec. Pour nos amis français, Hydro-Québec, c'est l'équivalent de EDF, Électricité de France. Nous, ici au Québec, la majorité de notre électricité, si je ne me trompe pas, est produite par des barrages hydroélectriques, d'où le nom de Hydro-Québec. Et Georges, il a travaillé longtemps sur l'installation des réseaux électriques à l'ensemble du Québec. C'est ça, Georges? Je suis maintenant à la retraite, là, mais quand j'étais actif, j'ai travaillé beaucoup dans la planification des réseaux de distribution. Les réseaux de distribution, ce sont les réseaux qui alimentent les maisons, qu'on a souvent en arrière-cour. Et puis, notamment, dans les dernières années, j'ai travaillé beaucoup avec des partenaires américains, même EDF, j'ai travaillé avec EDF aussi, pour le développement des réseaux de distribution intelligents. Un mot qui va venir assez souvent dans notre conversation, je pense, Claude. Absolument. Et puis, j'ai eu une belle carrière. Puis c'était pas mal de la recherche que je faisais. Hein. On collaborait avec le Centre de recherche d'Hydro-Québec, puis il y avait le centre aussi de recherche d'EDF, et il y en avait aux États-Unis. Bref, c'est ça. Je suis un gars de science. J'aime beaucoup les mathématiques, la physique, l'électricité, évidemment. Sur un ton humoristique un peu, oui. Je dis que je suis nerd et fier de l'être, parce qu'effectivement, la science, ça me passionne. Et puis, depuis toujours, ma vie a été comme un entonnoir. Je suis parti comme un étudiant au primaire, puis plus j'allais, plus je me destinais vers les sciences, pour aboutir comme ingénieur en électricité, en électrotechnique. Et puis maintenant, à ma retraite, je fais encore de la science, imagine-toi donc. Fait que, exactement. C'est rare qu'on accueille un nerd qui est fier de l'être et qui s'assume. oui, je le dis avec une pointe d'humour. Là, quand même. C'est ça, exactement. Dis-moi. Parce que je fais autre chose dans la vie aussi. Hein. J'aime la musique, j'ai une famille, je fais du sport, mais je ne fais pas juste des sciences, évidemment. Oui. Et je dirais, pour le bénéfice des auditeurs, que tu passes tes hivers en Floride, espèce de chanceux. Dis-moi, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené à l'astronomie? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à l'astronomie? Depuis que je suis tout petit, parce que quand j'étais très jeune, mes parents ont acheté un chalet dans le nord de Laurentides, et puis là, on avait un beau ciel. Je pense que n'importe quel être humain qui regarde le ciel, surtout s'il est noir avec beaucoup d'étoiles, la Voie lactée, les constellations, il se pose des questions. Qu'est-ce que c'est que ça? Ou qu'est-ce que ma place? Et puis, c'est là que ça commence, pour tout le monde, j'imagine. Et puis, avec le temps, c'est ça, là, dans ma carrière, je n'étais pas vraiment impliqué directement en astronomie, mais j'ai toujours suivi les domaines d'astronautique, d'astronomie. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé, tout simplement.
Oui, oui. Dis-moi, tu es un peu comme moi, un témoin de la conquête spatiale. Tu avais quoi, peut-être 10-11 ans lors d'Apollo 11. Quel souvenir, quelle impression tu gardes de cette époque-là, de l'époque où on explorait la Lune, où on commençait à explorer les planètes du système solaire? C'est quelque chose que tu suivais à l'époque ou pas? Ah ben oui, écoute, je suis comme toi, moi, Claude. C'était une fantastique décennie, les années 70, puis par la suite aussi, là, mais surtout dans les années 70 avec les sondes. Moi, ça m'a beaucoup impressionné, les sondes voyageurs, tout ça. Et puis, on a vécu aussi dans l'astronautique avec le programme Apollo, la navette spatiale. On a vécu des moments là, vraiment historiques où on a senti toute la planète là, en support à l'aventure humaine. Là. L'atterrissage avec Apollo, l'alunissage, je devrais dire, avec Apollo 11, Apollo 13, les problèmes qu'ils ont eus, Challenger, Columbia. Puis ça rassemblait la planète autour d'un objectif. Moi, je trouve, ça nous ferait du bien d'avoir ça aujourd'hui. Tu penses pas, là? Peut-être qu'avec Artemis, on va retrouver un peu une unité planétaire. Peut-être. Mais là, Serge, faut pas trop, Georges, faut pas trop en parler. On va en faire des jaloux. Non, mais oui. C'est vraiment, ça m'a toujours passionné tout ça. OK. Et à l'époque, en fait, les années 70-80, tu t'es aussi passionné pour des séries comme Cosmos de Carl Sagan et de Star Trek. Pour toi, ça, c'est des séries importantes? Oui, c'est des moments, des séries qui m'ont marqué. Carl Sagan, c'est un fantastique vulgarisateur. Puis sa série, puis il y a un livre, hein, Cosmos, que j'ai en français, qui existe en anglais aussi, là. Ça combine l'histoire humaine, la science, puis c'est une façon abordable. C'est facile. C'est un livre que je recommande à tout le monde, ou la série, si on peut la retrouver. Elle est sur YouTube, hein, on peut la retrouver. Moi, je l'avais écoutée. C'est juste que quand on écoute ça, c'est lent. On est habitué de bouger beaucoup plus vite aujourd'hui, mais les gens peuvent la retrouver sur YouTube. Mais c'est une série très intéressante. C'est peut-être l'avantage du livre aussi. Puis, Sagan aussi, c'est un visionnaire. Moi, j'inciterais les gens à lire sa citation là, sur le fameux Pale Blue Dot, qui est le petit point bleu qui est la planète Terre, finalement. C'est un texte de modestie et d'humilité incroyable. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut lire. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui valorise beaucoup la curiosité. La curiosité est la base de la science. Et puis, il faut cultiver ça, puis c'est pour ça. Ça m'a inspiré beaucoup. Okay. Aussi de Star Trek, ben ça, oui. C'est plus le côté imaginaire. Hein? Les déplacements plus vite que la lumière, la téléportation, tu sais, c'est une science aujourd'hui inaccessible, mais ça nous fait rêver. Tu te rappelles sans doute là, de la phrase « Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. » Exactement. Ça, c'est juste la curiosité, finalement. C'est encore ça. Et ça faisait rêver. Hein? Et puis, le rêve et puis l'imaginaire, c'est l'origine de beaucoup de choses en science. Hein? Fait que, puis, à l'époque aussi, je ne m'en rendais pas compte, mais cette série-là, Star Trek, elle nous faisait réfléchir sur la société. Il y avait des thèmes comme la dualité logique-sentiment, le monde sans argent, le racisme. C'était une série qui dépasse un peu la science-fiction, mais oui, ça m'a influencé. Oui, effectivement. C'est drôle parce que dans le prochain balado, on va en parler de la série Star Trek, on va parler de tout ce qui est rêve de l'espace et à quel point le rêve de l'espace est important. Puis dans le fond, tu nous l'illustres un peu aujourd'hui. Dis-moi, c'est au cégep que tu as commencé peut-être à t'intéresser un peu plus sérieusement à l'astronomie, mais surtout aux sciences. Est-ce qu'on peut dire que ton intérêt comme enfant pour l'astronomie t'a mené à faire une carrière scientifique, à devenir un ingénieur? C'est-tu un peu à l'origine de ton intérêt pour les sciences? Ah oui, le ciel m'a beaucoup inspiré aux sciences. Puis, écoute, tu parles du cégep. C'est sûr que regarder le ciel sans appareil, c'est de l'astronomie. Mais quand au cégep, j'ai eu la chance avec un télescope à miroir là, qu'on appelle un Dobson, de faire l'observation visuelle. On regardait les planètes. Tout ça, c'était une révélation. Mais j'étais pas mal dans mes études et puis j'ai plutôt poursuivi mes succès scolaires, puis ça m'a mené à devenir ingénieur, comme on a parlé. J'ai eu beaucoup de plaisir dans ma carrière. Fait que je suivais l'astronautique et l'astronomie d'une façon intéressée générale, mais je n'ai pas mis le temps pour faire de l'astronomie comme telle. Mais installer un observatoire aussi, pour moi, c'était compliqué, dans le sens que d'avoir un au chalet, je demeure à Sainte-Thérèse, puis là,
je faisais des voyages aussi dans ma carrière. Fait que c'était difficile de concilier tout le temps pour me consacrer à l'astronomie. Mais rendu à la retraite, là, j'ai le temps, ben c'est ça, là, je me rattrape. C'est ça. Tu t'es rattrapé depuis ce temps-là. Dis-moi, tu as parlé de télescope. L'image qu'on a, l'image populaire qu'on a du télescope, c'est un long tube au bout duquel l'astronome colle son œil pour observer le ciel. C'est pas tout à fait ça, un télescope, mais il existe différentes sortes de télescopes. Il y en a qu'on appelle des lunettes, puis il y a des télescopes conventionnels, puis maintenant, il y a des télescopes intelligents. Parle-nous un peu de qu'est-ce qui existe comme genre de télescope. Ben oui, tu as raison. Moi, l'image de l'astronome, c'est quelqu'un, tu sais, c'est comme dans Tintin, l'étoile mystérieuse. Oui, c'est ça. Puis on voit ça aussi souvent dans les caricatures. Mm-hmm. Bon, comme tu dis, il y a d'autres télescopes, hein, des télescopes de type Newton, Dobson, Schmidt-Cassegrain. Ça, c'est tous des télescopes qui ont un miroir qui concentre la lumière pour qu'on puisse voir avec nos yeux. C'est des télescopes optiques. Mais aujourd'hui, ces télescopes-là existent toujours. Mais il y a des télescopes intelligents dont on va parler plus tard qui intègrent des fonctions plus informatiques et de communication. Beaucoup d'astronomes amateurs ont des observatoires optiques auxquels ils ont adjoint des systèmes électroniques, des caméras, des systèmes pour pointer les objets. Puis c'est des installations semi-professionnelles, je dirais. Là, c'est fantastique. Mais ces affaires-là, c'est des observatoires fixes. Alors, comme tu as dit tantôt, moi, j'ai un chalet, j'ai un condo en Floride, j'ai ma maison, je cherchais plus quelque chose de mobile là, pour pouvoir faire de l'astronomie partout où je voulais. C'est pour ça que le télescope intelligent qui existe aujourd'hui me donne cette flexibilité-là. C'est ça. Juste peut-être souligner que l'image qu'on a du télescope, l'astronome qui est un bout, ça, c'est ce qu'on appelle une lunette astronomique. C'est un peu, d'ailleurs, ça s'équivaut un peu à une paire de jumelles. Les vrais télescopes astronomiques, c'est des miroirs, comme tu l'as dit, qui concentrent la lumière en un point, là où on met son œil, mais c'est souvent sur le côté du télescope et où on peut passer aussi une caméra. Et maintenant, on a affaire à une génération de télescopes intelligents qui sont aussi différents des deux premiers. On va le voir dans quelques instants. Donc, on assiste actuellement, je pense, à la venue d'une nouvelle génération de télescopes. Quelque chose de totalement nouveau qui n'existait pas il y a 5-10 ans? Tout à fait. Puis, il y en a qui appellent ça même de la nouvelle astronomie. Puis moi, en tout cas, je souscris à cette idée-là. Je pense que c'est un point marquant. C'est une technologie, la comparaison peut-être boiteuse, mais c'est peut-être comme le iPhone d'astronomie. Tu sais, avant, les téléphones étaient comme accrochés à un endroit, c'était fixe. Puis il y avait une façon où tu composais. Là, maintenant, sur ton téléphone intelligent, tu as à peu près tout ce que tu veux. C'est un agenda, tu peux téléphoner en disant appelle donc Claude, puis ça va marcher. Là, tu sais, donc, moi, je fais un parallèle un peu boiteux, mais je pense qu'on arrive vraiment à ça. Oui. Et ce genre de télescope-là, ou même peut-être même des télescopes conventionnels, permet de faire, et là on va arriver dans le sujet du balado, c'est de la science participative. Tantôt on va parler de la science astronomie participative, mais là, la science participative, c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps. Et qu'est-ce que c'est au juste? Peux-tu nous donner des exemples de ce que c'est la science participative? Ah ben oui, la science participative, comme tu dis, ça fait longtemps que ça existe dans différents domaines. Si vous allez sur Internet, vous regardez un peu, vous allez voir qu'on peut faire... en fait, la science participative, ce sont des citoyens ordinaires qui ont un certain intérêt puis qui décident de contribuer d'une certaine façon. Je sais, par exemple, qu'il y a des domaines où on peut contribuer pour la qualité de l'air ou bien pour la qualité de l'eau dans l'environnement. Il y a des choses, il y a de la science participative qui existe. Celui que je connais le plus, parce que j'ai des amis qui sont ornithologues, puis moi-même, j'en ai fait un petit peu. Là, je suis loin d'être un expert, mais j'aime bien ça. Quand on voit des oiseaux, on peut les signaler dans des sites comme eBird, où là, on peut dire, moi, j'ai vu tel type d'oiseau à telle heure, je peux même déposer des photos. Et la force du nombre fait que on peut aller sur un site puis voir qui a vu des oiseaux, puis s'il y a des oiseaux particuliers qui sont inattendus à cet endroit, ça nous incite à aller voir les oiseaux, on a les dates. Alors, c'est un peu ça, là. Chacun apporte son petit grain de sel, puis finalement, ça fait une connaissance de groupe partagée entre toutes les personnes qui sont intéressées. Puis aujourd'hui, c'est d'autant plus facile et possible
avec Internet, les photos numériques, la géolocalisation, c'est tout à fait facile maintenant de faire de la science participative. Puis on va en parler, là, c'est la même chose en astronomie. On peut bénéficier des mêmes genres de technologies pour apporter notre petit grain de sel. Exactement. L'idée de base, c'est d'aider des chercheurs dans leur recherche pour suivre l'évolution de phénomènes, comme par exemple quand on répertorie les oiseaux, ben, quel type d'oiseaux existe, à quel endroit, à quelle époque de l'année, est-ce qu'il arrive plus tôt, est-ce qu'il arrive plus tard, est-ce qu'il reste plus longtemps chez nous ou ils partent. C'est vraiment la même chose, j'imagine, pour l'environnement, observer l'environnement autour de soi. Par exemple, est-ce que les saisons commencent de plus en plus tôt? On pense les saisons d'été avec le réchauffement de la planète, etc. Il s'agit vraiment, à ma connaissance, d'aider des chercheurs dans leurs travaux. Là. C'est vraiment une contribution que des citoyens ordinaires comme toi et moi pouvons apporter à de véritables recherches scientifiques. Hein. C'est ça, la science participative? Ben oui, c'est absolument ça. Ça nous permet d'apporter nos petits grains de sel. Puis même si nos connaissances sont limitées, ben, par la force du nombre, les vrais ornithologues qui suivent les mouvements des oiseaux vont déceler des phénomènes peut-être inattendus qui ne seraient pas possibles à faire autrement parce que c'est comme si on avait des milliers d'ornithologues qui rapportent des choses qui en apparence sont banales, mais qui ont une importance scientifique. Exactement. Fait que je pense que ça peut être passionnant de penser qu'on peut soi-même, en faisant un petit effort, contribuer à de véritables recherches scientifiques. Par exemple, quelqu'un qui observe l'arrivée des oiseaux au printemps, c'est une petite observation, mais qui, au niveau du nombre, au niveau scientifique, peut avoir une chose très intéressante. Je trouve ça amusant, on parlait un peu plus tôt, toi et moi, tu décris que les astronomes, ce sont des voyeurs. Je trouve que c'est une accusation un peu grave. Qu'est-ce que tu entends par ça? Ben, c'est parce que tout simplement, qu'est-ce qu'on peut faire avec le ciel? On peut pas le goûter, on peut pas le sentir. La seule chose qu'on peut faire, c'est le regarder. C'est le seul sens humain qui est utile. Oui. J'avoue, j'ai fait exprès en disant ça de provoquer un peu pour être comme des voyeurs. Mais il n'y a rien de mal à voir le ciel, au contraire. Puis l'astronomie, moi, je trouve que c'est tellement un loisir qui a tellement de facettes. On en parle depuis tantôt, on peut regarder le ciel sans aucun instrument, mais on peut apprendre notre ciel à travers des instruments. On peut, maintenant, on va pouvoir tantôt vous parler de la science participative, mais on peut aussi tout simplement lire, comprendre, il y a tout le mouvement des planètes, il y a, en tout cas, il y a les distances incommensurables qu'il y a dans l'espace. C'est inhumain, les distances. Quand on réalise, puis qu'on lit, qu'on se renseigne, il y a toute une science, l'astronomie. Moi, je trouve qu'il y a plusieurs facettes, puis on peut impliquer des jeunes à partir du plus jeune âge dans cette science-là, qui est finalement la base de tout. Hein. Hubert Reeves disait qu'on était des poussières d'étoiles. C'est vrai, c'est... Puis en tout cas, là, tu me sens un peu passionné, il faut peut-être que je me un peu. Mais... En fait, c'est un peu le chemin que tu as fait. Comme enfant, tu as regardé le ciel en étant émerveillé, puis après ça, tu t'es informé qu'est-ce qu'au juste tu regardais, qu'est-ce qu'on voit dans le ciel. Et là, tu t'es mis à lire et c'est là que ça devient fascinant de comprendre ce qu'on voit au ciel, qu'est-ce que c'est des étoiles, qu'est-ce que c'est des planètes, qu'est-ce que c'est des satellites, qu'est-ce que c'est des étoiles filantes. C'est un peu la démarche que tu as fait. Enfant, tu as été fasciné par le beau ciel noir que tu avais la chance de voir au chalet de tes parents, si je comprends bien. Et après ça, tu as dit, je veux comprendre ce que je regarde. C'est ça? Ben oui, c'est la curiosité. On fait le lien avec la science. Hein? Exactement. C'est ça. Quand on parle de science, d'astronomie participative, dans le fond, ça fait longtemps que des astronomes amateurs contribuent aux recherches astronomiques. Entre autres, il y a un certain nombre d'astronomes qui ont soit découvert des comètes, soit découvert des astéroïdes, à l'aide de télescopes qui, j'imagine, par rapport à nos télescopes d'aujourd'hui, étaient rudimentaires. Donc, de tout temps, les astronomes amateurs ont contribué aux connaissances astronomiques des chercheurs spécialisés. C'est le cas? Ben oui, si on pense à Galilée, là, ça fait à peu près 350 ans ça, que Galilée a pointé sa lunette vers les planètes. Galilée, c'est un astronome amateur, finalement. Hein? OK. Bon, c'est sûr que aujourd'hui, ça fait un peu drôle de dire ça, mais quand il a commencé, c'était des pionniers. Même chose pour Charles Messier, qui a catalogué toutes les
des objets messiers dans l'espace. Ils avaient des instruments assez rudimentaires. Les lunettes qu'ils utilisaient étaient sûrement pas de la qualité de nos lunettes ou de nos télescopes aujourd'hui. Et sûrement pas du James Webb, si on s'entend. Mais c'est ça. Donc, il y a, par exemple, William Herschel, en 1781, il a découvert Uranus. C'était comme un astronome amateur. Il y a aussi, plus récemment, il y a des jeunes enfants qui ont trouvé des supernovas. Puis là, récemment, aujourd'hui encore, là, il y a une supernova qui a été découverte le 18 mai 2023 dans la galaxie Messier 101 par un Japonais, M. Koichi Itagaki. Le monsieur a 75 ans. Il y a plus de 100 découvertes à son actif. Bon, OK, c'est rendu là, c'est peut-être un astronome amateur expérimenté, mais il se qualifie lui-même d'astronome amateur. Donc, ça se fait encore. Mais moi, personnellement, j'en connais pas là qui ont donné des noms à des comètes ou des objets, mais ça existe. Puis, c'est quand même, il y a tellement de choses il y a tellement d'objets, des astéroïdes, il y en a des millions. Hein, fait qu'on peut, il y a bien de la place pour donner des noms. C'est ça. En fait, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que quelqu'un qui observe pour la première fois une comète, qui découvre une comète, on lui donne son nom. Donc, on a la chance, si on est suffisamment habile et probablement persévérant, de peut-être découvrir une comète qui va porter son nom. C'est ça l'intérêt de la chose. Hein? Absolument. C'est ça. Et ça se fait par des astronomes amateurs, comme il y a aussi des professionnels qui le font. Là. Mais c'est beaucoup les amateurs, je pense, qui essaient d'observer puis peut-être de découvrir des comètes, être le premier à découvrir une comète, c'est ça? Ça, en proportion, je ne peux pas te le dire jusqu'à quel point aujourd'hui, c'est plus professionnel ou amateur, mais ça se fait encore. Par exemple, l'exemple de la supernova qui a été découverte cette semaine, puis que, en passant, j'ai regardé hier en faisant une observation citoyenne, une observation participative. Là. Donc, ça se fait encore, mais en termes de proportion, je peux pas te donner de chiffres. Ouais. Je suis pas un astronome professionnel, puis je suis pas vraiment... Mais ça doit se trouver, là. Oui, ça se fait. Puis, en fait, tu as raison, il y a bien des comètes qui portent les noms de ceux qui l'ont découvert. C'est ça. Puis des fois, je pense qu'il arrive que 2 personnes découvrent la comète en même temps, donc la comète a 2 noms, peut-être même des fois 3 noms, s'il y en a 2, 3 qui la découvrent, qui la signalent en même temps. L'autre chose peut-être à savoir, c'est qu'on peut faire de l'astronomie chez soi pour chacun son plaisir, mais il y a différents organismes aussi qui chapeautent les astronomes amateurs, qui vous aident, auxquels vous pouvez vous référer. Est-ce que c'est le cas? Oui, qui les supportent. J'ai découvert avec mon implication dans l'astronomie participative, là, il y a plusieurs organismes comme il y a l'AAVSO, là, qui est American Association of Variable Star Observers. Donc, c'est une association qui regroupe ceux qui observent les étoiles variables et, entre autres, les exoplanètes. Ça, c'est un gros domaine. On est chanceux de vivre dans l'époque où on vit parce que les exoplanètes, la première a été découverte en 1995. Là, ça fait pas longtemps. Aujourd'hui, on en connaît à peu près 5000. Une exoplanète, pour ceux qui se posent la question, c'est qu'avant 1995, on voyait les étoiles, on savait qu'il y a des étoiles partout. On présumait qu'il y aurait peut-être des planètes comme la Terre ou comme Jupiter, ou en tout cas qui tournent autour, mais on n'avait rien pour les détecter. Là, maintenant, la technologie moderne nous permet de détecter des exoplanètes, puis à ce jour, on en a répertorié plus de 5000, puis on pense que dans 10 ans, il y en aura peut-être, 50, 100 000. Donc, ces organismes-là nous aident à concentrer les connaissances avec des experts qui ne font que ça. Et puis, dans le cas de l'AAVSO, c'est un des organismes. Il y a l'IOTA aussi qui, elle, c'est International Occultation Timing Association. Eux, ils vont surveiller les occultations d'astéroïdes. Il y a beaucoup d'astéroïdes qui se promènent dans le système solaire. Et forcément, il y en a qui vont passer devant des étoiles pendant un très court laps de temps. Mais aujourd'hui, on peut calculer le passage de ces astéroïdes et le fait que pendant un certain temps, on va cacher l'étoile par l'astéroïde. Donc, sur Terre, si on est à la bonne position dans un certain corridor fourni par l'IOTA et les experts du domaine, on va être capable de noter que, regarde, l'étoile va disparaître pendant un certain temps. Et ça aide à préciser l'orbite de l'astéroïde, la vitesse de l'astéroïde, puis quelquefois même sa forme.
Donc, ça prend des organisations comme ça pour concentrer les connaissances. Et c'est dans plusieurs domaines. En électricité, c'était pareil. On avait des experts qui étaient concentrés dans divers domaines. Puis que l'astronomie fait pareil. CETI, c'est un autre organisme aussi. Attends, juste avant d'aller plus loin, je veux juste revenir sur les exoplanètes. Est-ce que des astronomes amateurs ont des télescopes suffisamment pour découvrir des exoplanètes ou c'est plus pour confirmer l'existence d'exoplanètes dont on connaît déjà l'existence? C'est plus confirmé. Okay. Et puis, récemment, justement, on a eu une expérience dans la science participative que j'ai faite sur une des observations d'exoplanètes, le réseau auquel j'appartiens, on a détecté que par rapport à ce qu'on s'attendait, la baisse de luminosité due au passage de l'exoplanète devant son étoile était décalée dans le temps. Elle est arrivée 18 minutes plus tard qu'on pensait. Okay. Et puis, en même temps, ça a donné que le satellite TESS regardait la même chose, puis a confirmé notre mesure. C'est quand même fascinant de voir qu'avec des télescopes terrestres, tout relativement petits, ce que j'ai, ça pèse 20 livres, là. C'est à peu près 9 kilos, là. Puis on peut s'installer n'importe où avec ça, puis on peut détecter des choses comme ça. Encore une fois, à la force du nombre, là, parce qu'on a un réseau, on en parlera plus tard, on a un réseau planétaire là, de plus de 10 000 télescopes, mais en tout cas. Donc, oui, on peut détecter des choses intéressantes sur les exoplanètes. Et qu'est-ce que ça signifie, le fait que l'occultation est arrivée 18 minutes plus tard? On a fait des erreurs de calcul ou ça nous indique que la planète n'est pas tout à fait sur l'orbite qu'on pensait? Qu'est-ce que ça nous indique, le retard? Ben ça, moi, je suis astronome amateur. Okay. Je fais des données, je peux pas vraiment... de toute façon, il va y avoir un papier qui va être écrit là-dessus, probablement. Là. OK, donc, d'accord. On n'a pas encore la réponse. On n'a pas la réponse, mais juste le fait moi, ça me fascine d'avoir mon petit télescope qui a un miroir de 4 pouces et demi, c'est à peu près 115 mm, dans ma cour. Puis je peux détecter une exoplanète. Quelquefois, je peux détecter la baisse de luminosité au complet. D'autres fois, les phénomènes d'exoplanètes, c'est sur plusieurs jours. Donc, j'ai apporté juste une portion de la lecture. Ouais. Puis après ça, mes collègues astronomes amateurs des États-Unis, du Japon, de l'Asie vont apporter leur petit bout de l'Europe. Et puis, on va réussir à confirmer la présence de la baisse de luminosité. Quand on y pense, Georges, c'est absolument extraordinaire. Il y a 30 ans, si on monte à 30 ans, on ne pensait pas pouvoir détecter des exoplanètes à l'aide des meilleurs télescopes au monde. Et non seulement on a réussi à partir de 1995, mais aujourd'hui, même avec des télescopes comme celui que tu as, tu es capable de faire une détection qui était impensable il y a 30 ans. Absolument, mais il n'y a pas juste un télescope comme j'ai aussi. Ceux qui ont des observatoires là, fixes, ils s'enregistrent à l'AVSO, puis ils ont un processus, il faut qu'ils puissent transmettre leurs données, puis tout le monde qui veut et qui a un observatoire peut faire peut contribuer à ce genre d'observation-là, mais dans le cas d'un observatoire, c'est plus compliqué, c'est des démarches personnelles. Oui. Tantôt, quand on va parler du télescope que j'ai, il a été conçu par des astronomes professionnels pour faire ce genre d'études, puis il y a plusieurs programmes de sciences participatives. Alors, ils nous fournissent des données, et puis ils nous fournissent tous les moyens, puis eux s'occupent de transférer les données à leur vaisseau, à faire les papiers. Donc, c'est un gagnant-gagnant. Nous, on gagne à observer, puis eux gagnent avec les données. Exactement. Tu l'as mentionné il y a quelques instants, tu parlais du SETI, là, la recherche de traces d'intelligence dans l'univers. On peut y contribuer même si on n'a pas de télescope, je pense, hein? Oui, ils ont... je ne sais pas si ça existe encore, mais à l'époque, il y avait un programme qui était très populaire, c'était SETI Atom. Ça, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait notre ordinateur disponible pour faire de l'analyse de données de radiotélescopes que SETI nous envoyait. Autrement dit, pendant que ton ordinateur était en mode veille, il prend des données de SETI, il les analyse, puis il retourne les informations à SETI. C'est un programme qui était très populaire, mais je ne sais pas s'il est encore. Oui. Mais c'est une autre forme de contribution. De contribution.
C'est ça. Donc, on peut penser que si le programme SETI Atom n'existe plus, il y a probablement d'autres programmes qui existent où les chercheurs disent on a besoin de capacité informatique et si vous vous associez à nous, on pourra bénéficier de votre ordinateur au moment où vous vous en servez pas. Donc, probablement qu'il y a d'autres programmes du genre prêtez-nous votre ordinateur lorsque vous vous en servez pas. Ouais, ben, la dernière fois, j'ai regardé sur Wikipédia, il y avait une vingtaine de programmes en astronomie participative. Hein. Mm-hmm. Bon, faut choisir à un moment donné. Là. Oui. C'est ça. Mais il y a quand même bien des possibilités. Oui, il y a des possibilités. Il y en a un autre qui m'échappe, mais en tout cas, peu importe, là, je pense qu'on va se concentrer sur ce qu'on connaît, là, ce que je connais, en tout cas pour moi. Là. Mais ça, oui, il y a de la place pour tout. Il y a beaucoup de choses. Exactement. Dis-moi, on l'a mentionné depuis tantôt, on en parle comme ça, les fameux télescopes intelligents. Qu'est-ce qu'un télescope intelligent? À quoi ça ressemble et qu'est-ce que ça permet de faire? Présente-nous ta merveille. Oui, ben je vais commencer plus large parce qu'il y a plusieurs compagnies qui font des télescopes intelligents. Moi, quand j'ai commencé à regarder ça à la fin de 2020, il y avait Vaonis qui faisait Stellina, il y avait Unistellar qui faisait Leviscope, c'est celui que j'ai opté. Mais aujourd'hui, il y en a sorti d'autres, aussi qui s'appellent des Dwarfs. Il y a aussi la compagnie ZWO qui est très, très reconnue dans le domaine de l'astrophotographie des caméras, qui a lancé un nouveau télescope que je qualifierais d'intelligent récemment, mais je le connais peu. Donc, c'est un domaine en évolution. La plupart des télescopes intelligents sont orientés vers la prise de photos. Parce que, comme on disait tantôt, pour les astronomes, depuis toujours, ce qu'on aime, c'est voir les objets. Puis, avec nos yeux, on est limité, hein, parce que nos yeux, l'image se rafraîchit au 30e ou au 15e de seconde, je me souviens plus. Donc, on voit pas vraiment longtemps. Avec une caméra qui capte des photons le temps qu'on décide de la regarder, évidemment, ça permet de capturer l'image. Donc, un télescope intelligent, ce que c'est un télescope. Ça peut être une lentille, ça peut être un télescope à miroir qui typiquement a pas d'oculaire, quoique le mien en a un, mais en tout cas, mais c'est pas un oculaire optique. C'est l'image est capturée par un capteur, comme un appareil photo numérique, tout simplement. Mm-hmm. Donc, que ça soit une lentille ou que ça soit un télescope Newton à miroir, l'image, les photons de l'objet entrent éventuellement sur le capteur et là, on laisse le capteur cumuler les images. En anglais, on appelle ça le live stacking. On accumule des images. Et puis là, c'est l'utilisateur qui décide combien de temps il veut accumuler des images. Plus on attend longtemps, plus on a une belle image. Mais il y a un effet asymptotique. Évidemment, à un moment donné, ça donne plus grand-chose. Fait que c'est ça. Donc, c'est un appareil qui accumule des images. Les télescopes intelligents sont généralement petits, mobiles. Tout est intégré dedans, la carte du ciel, la plupart du temps, ils sont commandés par un cellulaire ou bien une tablette qui a un GPS intégré. Donc, le télescope sait exactement où il est et par l'angle, il peut se positionner. Finalement, que ce soit n'importe quel télescope intelligent, à partir du moment où on arrive sur un site, puis on veut regarder, il s'écoule 3 minutes à peu près, puis le télescope est prêt à prendre ses premières images. C'est vraiment spectaculaire comme télescope. C'est ça. Le télescope sait où il sait qu'est-ce qu'il y a au ciel, et toi, tu peux lui demander de prendre une photo de telle ou telle étoile ou galaxie s'il est dans ton champ de vision, c'est ça? Exactement. Tu peux lui demander, même souvent, ils viennent avec une bibliothèque d'objets à observer dans le ciel. Tu peux même limiter, par exemple, la zone d'observation si tu es entouré d'arbres et d'obstacles. Et puis, mais aussi, si tu veux voir un objet bien précis, puis tu as les coordonnées, tu peux entrer manuellement la coordonnée, puis le télescope va pointer sur l'objet que tu vas lui demander de pointer. OK. Toi, tu ne regardes pas dans le télescope. Toi, tu restes à distance avec ton cellulaire ou ta tablette. Tu contrôles le télescope à distance.
Lui, il prend des photos et une fois que la photo est prête, toi, tu la vois sur ton cellulaire. Est-ce que c'est ça? Ben, mieux que ça, c'est que... Mieux que ça? Oui, à partir du moment où tu es connecté au télescope sur ton cellulaire, tu vois exactement ce que le télescope voit. Donc, Okay. tu vois, au début, tu vois, ça peut être, pour prendre un terme astronomique, ça peut être nébuleux, mais ça se clarifie avec le temps. Puis c'est généralement, okay. quand on montre ça à des gens pour la première fois, c'est pas long que tu vas entendre un « wow ». C'est ce que je viens de faire. On voit apparaître oui. au fur et à mesure l'objet, plus de définition, plus de précision. Bon, c'est sûr que ça sera jamais une photo comme un astrophotographe va faire, parce que les vrais astrophotographes qui ont des observatoires domestiques, bon, eux, ils vont exposer pendant des heures et des heures, souvent avec des filtres, puis après ça, ils vont passer du temps avec des logiciels de traitement de photos pour améliorer les couleurs, puis finalement, ils vont sortir une image qui se rapproche de ce qu'on voit du télescope Hubble ou des trucs comme ça. Okay. Il ne faut pas s'attendre à ça avec un télescope intelligent. Mais néanmoins, c'est surprenant qu'est-ce qu'on peut sortir. Puis il y a même des gens qui prennent les photos du télescope intelligent et ils les repassent dans les logiciels de traitement de photos, puis ils réussissent à faire des choses vraiment très, très bien, très spectaculaires. Probablement pas aussi bonnes que les astrophotographes. Pour les astronomes amateurs, l'astrophotographie, c'est le défi ultime d'un astronome amateur. Mais en tout cas, moi, pour ma part, ça m'intéresse moins. C'est plus le côté scientifique. Donc, pour moi, le télescope intelligent, comme on parle depuis le début, c'est vraiment ça que je voulais. Puis en plus, ben, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les télescopes intelligents, par contre, qui font de la science participative comme telle. Là. Jusqu'à date, il y a seulement, à ma connaissance, il y a seulement Unistellar qui a tout ça d'intégrer. C'est le télescope que j'ai parce que justement, c'est ce que je voulais faire. Et une dernière chose que je veux dire, c'est que on peut être un groupe là, à regarder en même temps, là, parce que le télescope intelligent émet un réseau Wi-Fi local. On peut être jusqu'à 10 personnes à regarder la même chose en même temps. Oui. Donc, pour une séance d'observation, c'est idéal pour initier des jeunes ou n'importe qui à l'astronomie. Les gens peuvent télécharger eux-mêmes les photos, ils peuvent leur partager en direct sur les réseaux sociaux. On peut même faire une conférence Zoom. Je l'ai faite. Des fois, j'étais au chalet, puis je voulais regarder des objets messiers avec mon club d'astronomie de Mirabel. Oui. Et puis là, je leur diffusais ça, puis ils profitaient du ciel noir de mon chalet alors qu'ils étaient dans leur salon. Oui. Hey, c'est fantastique. Quand tu dis que c'est pas aussi bon que ceux qui font de l'astrophotographie, est-ce que c'est juste une question de génération, une question de temps? Dans quelques années, ils vont devenir suffisamment puissants, ou c'est parce qu'on parle de tout à fait autre chose, une autre technologie, une autre approche, ou c'est juste une question de la technologie va finir par rejoindre, on va faire de l'astrophoto aussi bonne qu'avec l'équipement nécessaire pour faire de l'astrophotographie? Ben, quand on dit aussi bonne, ça dépend des critères de qualité. Moi, je pense, de toute façon, c'est certain que les capteurs vont évoluer. C'est certain que les méthodes aussi de capture vont évoluer. Par exemple, étant donné que ce sont tous des ordinateurs, finalement, les télescopes intelligents, il y a des mises à jour régulières qui se font. Moi, depuis que j'ai mon télescope, il y a 3 ou 4 versions là, qu'on a eues. Et puis à chaque fois, il y a des améliorations qui sont apportées. Quelquefois, c'est la qualité des photos. D'autres fois, ça va être, par exemple, là, on s'attend bientôt à avoir une mise à jour où on va pouvoir regarder le soleil avec notre télescope, avec un filtre solaire, évidemment. Ce qui est plus difficile à faire présentement. Donc, c'est des domaines qui sont en évolution constante, puis un peu comme nos téléphones qui ont des mises à jour régulièrement, qu'on voit apparaître des nouvelles fonctions, les télescopes intelligents vont subir ce même phénomène. Mais de là à dire que ça va remplacer l'astrophotographie, ben, je suis pas certain. Peut-être, là, mais ça dépasse un peu. Je suis pas assez impliqué dans les développements des télescopes pour t'en parler. C'est ça. Il faut dire quand même une chose, hein, ce sont des appareils quand même assez dispendieux. Hein, ça coûte cher, ces appareils-là. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que je parlais de ZWO puis d'autres. Avec la compétition, ces équipements-là vont sans doute baisser de prix. Puis aussi, il faut dire, comme on parlait des iPhones tantôt, puis des nouvelles technologies, quand ces appareils-là ont sorti, là, il y avait un scepticisme. Il y a toujours une résistance au changement. Hein? On dit,
ça vaut pas la peine. C'est bien trop cher pour ce que ça fait. Puis la qualité des images, c'est pas comme l'astrophotographie. Il y en a même qui disaient, c'est même pas des vraies images. Ils vont chercher ça sur Internet puis download ça. Puis, OK. Non, mais en réalité, c'est un peu normal d'avoir une réaction d'un groupe comme peu importe le groupe, parce que c'est tellement nouveau, ça bouscule nos paradigmes. Puis moi, j'ai pris un risque calculé, puis je me disais, me construire une affaire aussi simple avec un télescope conventionnel, un ordinateur à côté, un pointeur, je me suis dit, c'est plus cher, mais la simplicité, là, des fois, ça vaut le coup. Oui, comme tu dis, 3 minutes, puis le télescope est en fonction. Oui, puis que je sois n'importe où, là, tu sais, en Floride ou n'importe où, ça se transporte dans un sac à dos, dans mon cas, là, qui est tout à fait... Ouais. Puis si Jean-Pierre était avec nous, Jean-Pierre Lessard, lui, a un modèle Vespera de Varonis. Lui, c'est encore plus petit que le mien. Il ne peut pas faire de sciences participatives, mais ça ne l'intéresse pas. C'est bien correct, là. Oui, tout à fait. Lui, il prend des photos, puis c'est tout petit, puis c'est formidable comme appareil, ça. Absolument. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Quand tu parlais de résistance à la nouveauté, c'est un peu comme quand est apparue la photo numérique. Les gens disaient, c'est pas comme la photo sur pellicule et ce sera pas aussi bon. Puis peut-être que les photographes professionnels pensent encore comme ça aujourd'hui, mais on a tous notre cellulaire et on prend des quantités phénoménales de photos. Et je pense que pour tout le monde, la photo numérique, c'est formidable. Peut-être que pour les puristes, les experts, c'est un peu autre chose, mais pour nous, du commun des mortels, ça nous permet en voyage de prendre des photos avec son cellulaire, c'est remarquable. Juste dire, c'est des appareils qui valent, je pense, plusieurs milliers de dollars. Ce que je voulais peut-être t'amener à dire, c'est peut-être pas hors de portée du commun des mortels, sauf que si on va dans des clubs d'astronomie, est-ce que je me trompe ou de plus en plus les clubs d'astronomie vont avoir ce genre d'appareil-là, puis on pourrait les voir en action, y assister, ou peut-être avoir un ami comme toi qui en a un, mais je veux dire, est-ce que ça se répand au sein des clubs d'astronomie, puis on pourrait, en tant que commun des mortels, voir un peu ce que ça a l'air comme instrument? Ben oui. Moi, en fait, quand j'ai commencé, quand je suis entré dans le club d'astronomie du du Bois de Belle-Rivière de Mirabel, ils m'ont prêté des télescopes optiques pour que je puisse les essayer, puis c'était parfait. C'est le but d'un club d'astronomie de pouvoir partager les équipements, de partager les expériences pour permettre aux nouveaux membres de choisir ce qui les intéresse. Et puis le club de Mirabel en a, il y a Montréal, le club du planétarium en a, mais là, je suis pas vraiment au courant de tout ce qui se passe au Québec, mais c'est une tendance. Puis d'ailleurs, même aux États-Unis, il y a une fondation privée qui a subventionné l'achat de télescopes intelligents comme ça pour les écoles secondaires, pour les collèges, pour permettre aux jeunes d'accéder à la nouvelle astronomie. Moi, je trouve que c'est vraiment un modèle qui est intéressant. Je ne sais pas comment on pourrait faire ça ici au Québec, là. C'est pas mon domaine. C'est pas dans mon rayon d'action, si on peut dire. Mais je trouve, écoute, là, moi, j'ai trois petits-fils, puis j'en ai deux qui ont 11 ans, 9 ans, puis 5 ans, bientôt 6. Mais écoute, tu leur donnes le téléphone. Si on est avec ça, des téléphones, contrôler un télescope, puis tout ça, ils n'ont pas de problème du tout avec ça. Puis dans quelques années, ils vont me dépasser d'ailleurs. Mais c'est formidable de voir comment on peut rapprocher l'astronomie des jeunes à travers des technologies semblables. Là, moi, je suis tout à fait convaincu que ça va venir. Puis ça fait, tu sais, on parlait du voyeur tantôt, avec la science participative, on passe de voyeur à acteur. Tu deviens un acteur de l'astronomie, c'est autre chose, là. Oui. On va arriver dans 2 secondes dans ta démarche, mais juste pour te dire, tes petits-enfants, pour eux autres, c'est comme une espèce de jeu vidéo qui permet d'explorer l'espace. Est-ce qu'on peut voir ça de même? Ouais, absolument. C'est sûr qu'au début, ils vont voir ça. Certains vont peut-être, parmi les jeunes, il y en a qui vont voir ça comme un jeu vidéo, puis un jouet. Mais c'est sûr que statistiquement, il y en a qui vont dire, un instant, là, moi, je veux savoir c'est quoi, pourquoi c'est bleu, pourquoi c'est rouge. Puis là, ils vont se mettre à lire, puis ils vont commencer à s'intéresser, puis ça va peut-être mener à des carrières d'astrophysiciens, puis d'astronomes. Puis encore, moi, je suis un peu... quand je vois le potentiel qu'on a au Québec là, avec l'Institut Trottier de recherche en exoplanètes, l'IREX, où René Doyon, Nathalie Ouellette, cette équipe-là, c'est une équipe formidable là, ils ont beaucoup de jeunes
je parle de jeunes universitaires, là, qui font des recherches sur les exoplanètes. Ben moi, je pense que un déploiement de télescopes intelligents comme ça, où déjà de ton plus jeune âge, tu peux toi-même capturer une baisse de luminosité d'exoplanètes, ça peut peut-être stimuler des gens à joindre les rangs d'astronomes puis d'astrophysiciens. C'est ça, ou même... c'est à chacun de voir. Moi, je participe à mes projets de sciences participatives. J'essaie de faire des démonstrations avec mon télescope le plus souvent possible. Même que je suis aussi dans le groupe Technosciences. Je fais des présentations dans les écoles avec mon télescope. Puis, je le fais tout simplement parce que j'aime ça, puis je veux partager ma passion. Puis, tant mieux s'il y en a qui se joignent à ça. C'est ça. Et peut-être que des télescopes comme ça va faire que certains jeunes vont devenir des ingénieurs pour travailler pour Hydro-Québec. On ne sait jamais. Ah, même si ça aboutit à ça, ça serait quand même pas mal bon. C'est ça, exactement. Dis-moi, tu en as parlé un peu tantôt. Tu t'es procuré donc un télescope intelligent pour faire certains types d'observations. C'était quoi ton but à toi? Qu'est-ce qui t'intéresse? Parce que comme tu as parlé, tu ne veux pas nécessairement faire de l'astrophotographie, tu veux plus faire de l'observation qui aide à des projets scientifiques. C'est quoi ta démarche? Pourquoi tu t'es procuré cet instrument-là? Puis à quelle fin tu t'en sers? Le programme de sciences participatives auquel je participe, il est très structuré. Il y a 2 étapes importantes là-dedans. Il faut d'abord que les astronomes amateurs soient informés de ce qu'il y a à voir. Puis la deuxième chose, il faut aussi que les astronomes amateurs aient un feedback de ce qu'ils ont regardé. Alors, dans un premier temps, la firme Unistellar qui a fait le télescope que j'ai, en passant, je n'ai aucun lien commercial avec Unistellar. J'en parle parce que c'est le télescope que j'ai, là, mais je n'ai pas d'intérêt commercial du tout. Là. C'est strictement au point de vue utilisation. Ils sont très bien organisés. Ils ont des astronomes dédiés à chacun des programmes qu'ils ont avec des sites web. Puis ils nous alimentent en objets à observer. Écoute, je suis à la retraite, là, puis je pense que je ne serais pas capable de regarder tous les projets qu'ils nous proposent de regarder. Il y a des occultations d'astéroïdes qui nous sont proposées. Il y a des transits d'exoplanètes. Puis il y a des astéroïdes géocroiseurs. C'est des astéroïdes qui passent un peu plus proche de la Terre. Là. Soyez pas inquiets, il n'y a rien de prévu qui pourrait nous impacter. Mais quand même, on peut participer à... initialement, il y avait ces 3 programmes-là. Puis cette année, en 2023, s'est ajouté les comètes et les cataclysmes cosmiques qui sont les supernovas, ce genre de choses-là. Alors, c'est en évolution, puis ils nous alimentent. Et en retour, on a un réseau qui ressemble un peu à un Facebook, ça s'appelle Slack, là, où on est connecté aux autres astronomes amateurs et aux professionnels de Unistellar, où là, on est alimenté quand on a regardé un objet. Bon, là, il nous envoie une carte, voici ce que tu as détecté ou ce que tu n'as pas détecté. On ne détecte pas toujours. Hein. En science, le non-succès et tout, on apprend souvent plus des non-succès que des succès. Absolument. Donc, c'est la chaîne de la science participative est très bien organisée, très bien coordonnée pour ce groupe-là, en tout cas. Et puis, en plus d'avoir ces 5 programmes-là qui sont réguliers, ils nous avisent à un moment donné, par exemple, quand il y a eu le lancement d'Artemis ou le James Webb, ils nous ont donné les coordonnées pour pouvoir suivre ces équipements-là, puis pour pouvoir récupérer la luminosité, et ils font des papiers techniques quelquefois. Moi, depuis que j'ai commencé ça, depuis 2020-2021, j'ai fait plus d'une 40aine d'observations scientifiques, même je dirais peut-être une 50aine maintenant. Et puis, 3 fois, ils ont publié mon nom avec tous les astronomes amateurs qui ont collaboré au James Webb, par exemple. Il y a eu une présentation à Montréal. Mon nom était là avec toutes les autres, puis on a chacun tourné notre petit bout, puis fait qu'il y a une reconnaissance là-dedans. Ça me fait changement. Dans le temps, j'avais des papiers techniques que je faisais pour Hydro-Québec, puis là, je suis rendu, on appelle ça des citoyens astronomes. C'est ça. Même que cette semaine, je me suis payé une petite faveur. Je me suis acheté un domaine un site web que j'appelle gsimard.ca. Puis pour moi, le .ca, c'est pas Canada, c'est citoyen astronome. Ah, OK. Ah, une nouvelle signification du CA.
OK. Fait que dis-moi, donc là, tu vas te créer un site web qui va avoir quel but? Qu'est-ce que tu vas nous offrir sur ce site web-là? Ah, il est déjà existant, mon site web. Puis, OK. bien honnêtement, je le fais pour moi. C'est tout simplement documenter tout ce que je fais. Depuis que je travaille, que je documente tout ce que je fais, alors je continue à faire la même chose. Par exemple, il y a un document là-dedans qui relate toutes les observations citoyennes que j'ai faites, mes notes que j'ai à l'utiliser le télescope que j'ai avec l'installation de filtres. On peut installer des filtres avec les résultats. Il y a les photos. En tout cas, je mets tout ce que je trouve qui peut m'être utile et par conséquent être utile à d'autres. Là, c'est Oui. Dis-moi, je veux revenir quand tu dis que tu as fait des observations de web. Est-ce que c'était d'observer web quand il était en transit de la Terre vers son point de Lagrange? Est-ce que c'est ça, vous suiviez c'était quoi que vous faisiez par rapport à web? Oui, c'est exactement ça. Puis écoute, ça, pour moi, c'était vraiment un moment charnière là, parce que c'était une des premières que je faisais sur une observation ponctuelle comme ça. Puis on avait les coordonnées précises. Et puis j'étais au chalet. Il faisait moins 18 degrés centigrades. Là, j'installe mon télescope dehors, 3 minutes, mais tu sais, je suis pas obligé d'être dehors. Moi, je le mets dehors. Moi, je suis là-dedans dans le salon, puis je le contrôle. Et puis là, je l'oriente vers les coordonnées qui m'ont été fournies. Et tout à coup, je vois apparaître un trait au centre. Ben, c'était le James Webb que je voyais apparaître. Et puis là, moi-même, j'ai fait « wow ». Ben oui, tout à fait. Et puis, bon, le lendemain, j'ai envoyé mes données. Ça aussi, c'est très facile. Hein? On le fait c'est très bien organisé. Là. Notre télescope envoie les données au serveur d'Unistellar par notre réseau Wi-Fi domestique. C'est tout à fait facile. Et puis, 2 jours après, je recevais un rapport d'Unistellar avec un beau graphique, puis un peu l'image de ce que j'avais vu. Et puis, comme moi, j'ai envoyé ça, mais il y en a eu je pense, une quarantaine de personnes qui ont soumis le même type de données à travers le monde. Et puis, ils ont fait un papier là-dessus qu'ils ont publié dans une conférence à Montréal. Et puis, on voit la contribution de chacun. Là, puis, ils ont remarqué, par exemple, on voyait la luminosité varier au moment où le bouclier thermique a été déployé. Ensuite, au moment où les panneaux solaires ont été ouverts, ça fait plus de lumière. Tu sais, donc, fait puis ça, une petite recherche sur Internet, quelqu'un pourrait le trouver ou aller sur mon site web, les liens sont là. Fait que ça permet, tu sais, ma contribution là-dedans, moi, je trouve que c'est pas compliqué, là. Je mets mon télescope dehors, 3 minutes est installé, je le pointe vers les coordonnées, je démarre la prise de photo. En fait, il appelle ça disons, la science participative, là, le mode science. Voilà, c'est le mode science qu'on appelle. Et puis là, les données sont enregistrées dans un format standard pour Unistellar que tous les autres télescopes vont utiliser de la même compagnie. Donc, ça leur fait une façon simple de regrouper l'information. Et puis après ça, 2 jours après, je vois ma contribution. Puis un peu après, il y a un papier technique. Puis on a appris quelque chose. Absolument. OK. Est-ce que maintenant que le télescope est au point Lagrange, 2 à 1 million et demi kilomètres d'ici, est-ce que tu peux le photographier avec ton appareil ou là, il est beaucoup trop loin, beaucoup trop petit? On a les coordonnées, on peut toujours le regarder. Je l'ai regardé il y a peut-être 4-5 mois, puis c'est très pâle. On le voit. Ça doit. C'est très pâle. Là, je ne sais pas, je n'ai pas fait d'observation là-dessus. Ce que je peux te dire, c'est que avant-hier, j'ai regardé la supernova dont on parlait tantôt, puis elle est vraiment spectaculaire. Là. Ça, c'est facile. Oui. Mais en tout cas, il y a toujours quelque chose avec les informations qu'on reçoit d'Unistellar. Comme je disais tantôt, il y a tout le temps quelque chose de nouveau. Quand tu as un télescope optique, j'ai un Dobson, moi, au camp, aussi au chalet. Puis, avec le Dobson, je m'amuse, je regarde la Lune, je regarde les planètes, ça va bien, mais à un moment donné, tu as vite fait le tour du jardin, tu sais. Oui. Avec un télescope intelligent, là, surtout quand tu fais de la science participative, il y a tout le temps quelque chose de neuf à regarder. Une petite parenthèse, pour le télescope intelligent, c'est pas le meilleur appareil pour les planètes et la Lune. Ils ont fait, dans une des mises à jour, ils ont fait une adaptation qui nous permet de voir plus clairement
Par exemple, Jupiter, maintenant, on peut voir plus clairement les strates, là, les bandes, Oui. mais c'est quand même pas comparable à ce qu'on peut voir avec un télescope optique. Là. Mais c'est quoi le problème? Est-ce que c'est parce que ces astres-là sont trop proches, trop lumineux, ou parce qu'ils bougent trop? C'est quoi la difficulté pour ce genre de télescope d'observer comme il faut les planètes? Oui, en fait, je suis pas vraiment l'expert, mais je crois que le capteur est vraiment fait pour les objets du ciel profond, les objets peu lumineux. Oui, Quand OK. c'est très lumineux, il faut compenser par des moyens informatiques, j'imagine, c'est ce qu'ils ont fait. OK, d'accord, c'est ça. Moi, on a fait pas mal le tour d'horizon. J'aimerais ça, je ne sais pas si tu as le goût de faire un peu de prospective, mais c'est quoi l'avenir des télescopes intelligents? Qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal ou qu'est-ce que tu espères voir quoi dans les prochaines années peut-être? C'est quoi l'avenir pour toi? Moi, je peux te dire ce que je vois, mais je ne sais pas si c'est ce que l'industrie voit. Là. Mais d'un point de vue technique, il me semble que c'est évident. Les capteurs vont s'améliorer, les logiciels vont s'améliorer. Là, on rentre dans une phase avec l'intelligence artificielle. Là. On a déjà vu des photos du trou noir là, qu'on a pris, le trou noir du Sagittaire qui était amélioré avec l'intelligence artificielle. Fait que je pense que au niveau de l'astronomie amateur, on va sans doute voir des choses dans ce sens-là. Je m'attends aussi à une baisse des coûts avec la compétition, éventuellement, mais ça, c'est mon impression. Les logiciels de contrôle puis d'analyse aussi là, qui vont évoluer. Mais moi, je pense que ce qu'il faut vraiment regarder, c'est plutôt le côté humain. La facilité de ces télescopes-là, je souhaite que ça attire de nouveaux cerveaux intéressés à la science, qu'on puisse vraiment faire des choses aujourd'hui qu'on ne peut pas faire il y a 20 ans ou même 10 ans, puis qu'on puisse impliquer des jeunes à la science. Tu sais, dans la société d'aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui se parlent, puis je trouve qu'au point de vue société, la science n'est pas toujours en premier plan. Alors, avec ça, j'ose espérer qu'on pourra rapprocher les jeunes de la science. Puis comme tu disais tantôt, là, même s'ils font de l'astronomie puis décident de devenir un ingénieur en n'importe quoi ou bien un chercheur même en ornithologie, en biologie, dans tous les domaines de la science, je trouve que au moins ça peut attirer les gens à des domaines qui sont peut-être un peu moins populaires en tout cas, c'est mon opinion, là. Oui, tout à fait. En même temps, tu me disais dans une conversation qu'on a eue que peut-être que pour toi, la chose la plus importante, c'est de développer et de cultiver notre curiosité, d'être sans cesse curieux, pas nécessairement par rapport au ciel, mais l'importance pour chacun d'entre nous d'être curieux du monde autour de nous. Ben oui, c'est ce qu'on disait tantôt, là. Quand j'étais enfant, je regardais le ciel, puis je me disais, j'imagine comme tout le monde, c'est quoi ces petits points blancs-là? J'étais curieux. Et plus tard, cette curiosité-là a été cultivée là, par mes lectures. On parlait de Cosmos, puis Star Trek, toutes ces choses-là. Mais c'est propre à chacun. C'est pas tout le monde qui est curieux au même niveau, là. Mais oui, absolument. Puis, en fait, le télescope intelligent permet de satisfaire une portion de ma curiosité. Mais je suis curieux dans d'autres domaines aussi. Dans les voyages, là, on rencontre, j'ai fait quelques voyages, j'ai fait même pas mal de voyages. On rencontre des diverses sociétés différentes. Puis là, tu te demandes pourquoi ils pensent comme ça. Puis en tout cas, je fais comme ça. Fait que c'est ça. Ça suscite la curiosité. Puis je pense que c'est un élément de plus pour satisfaire au moins la curiosité astronomique, si on peut dire. Puis, tu sais, c'est tellement facile, là. Il y a un autre terme qu'on utilise, on parle de nouvelle astronomie, mais on parle de démocratisation de l'astronomie. On voit des fois des gens qui font de l'astronomie, puis il faut vraiment connaître ça. Tu installes tout ton système, puis ça te prend une demi-heure, 1 heure, puis là, à un moment donné, les nuages arrivent, tu sais. Bon, là, tu désinstalles, tu te dépêches avant de te faire doucher. Les télescopes, comme je te dis, ça prend 3 minutes. Il y a un exemple que j'ai vécu au tout début, là, on a eu une communication nous avisant qu'il y avait une nouvelle supernova dans une galaxie M60, je crois, en tout cas, Messier 60. Alors, moi, je suis dans mon salon, puis je reçois ça, puis je regarde avec mon cherche-étoile astronomique, je veux dire, numérique, puis c'est dans une zone où j'ai pas d'arbres. J'ai beaucoup d'arbres et ça s'intéresse, mais là, j'avais le trou. Je
je sors mon télescope, je l'installe 3 minutes, je prends une photo, 5 minutes après, j'avais la supernova. Mm-hmm. Tu sais, à Sainte-Thérèse. Ouais, Parce oui. qu'il faut aussi dire que ces télescopes-là, autant le Stellina que l'Eviscope ou l'Equinox, qui est un autre produit d'Unistellar, ils fonctionnent n'importe où, même dans des zones de pollution lumineuse. Il y a des espèces de filtres numériques là-dedans. Il y a eu des démonstrations faites, écoute, à Las Vegas. Mm-hmm. Puis, Jean-Pierre pourrait en témoigner, c'est ici. Absolument. À Montréal, depuis qu'il est ici, avec son télescope, il fait de l'astronomie comme jamais, il fait une collection d'objets messiers, alors que tu sors dehors, tu regardes, c'est de la soupe aux pois que tu as dans les C'est ça, c'est ça. En fait, pour les gens, il faut savoir que Jean-Pierre, il habite à Montréal, sur l'île de Montréal. Il m'étonne toujours quand il me montre ses photos, c'est qu'on est dans un environnement de pollution lumineuse, j'oserais presque dire extrême, et avec son télescope, il réussit à faire des observations assez épatantes dans des conditions pourtant vraiment pas favorables. Fait que oui, c'est merveilleux comme appareil. J'ajouterais, c'est important de le dire aux gens, là, on parle d'appareils quand même qui sont assez dispendieux et qui sont peut-être assez complexes. L'idée, c'est aller dans des clubs d'astronomie. Les astronomes, c'est des gens très accueillants. Les astronomes amateurs, c'est des gens très accueillants. Et comme vous avez pu le constater, c'est des gens qui aiment partager leur passion. Sûrement que dans votre coin, il y a un club d'astronomie qui, durant l'été, fait de l'observation. Prenez contact avec eux, où ils font de l'observation, quand ils font de l'observation. Et là, vous allez rencontrer à la fois des passionnés, mais vous allez pouvoir aussi essayer différents types de télescopes. Ils vont vous montrer aussi différents types d'objets, que ce soit des planètes. Moi, j'avoue que j'ai été fasciné des premières fois où je pouvais voir Mars à travers la lentille d'un télescope ou de voir Jupiter ou Saturne avec ses anneaux. C'est quand même fascinant quand on les voit en direct. Puis là, j'ai pas eu la chance de voir des télescopes intelligents à l'œuvre. Probablement que Jean-Pierre va me montrer son télescope cet été. Mais tu sais, c'est comme fascinant d'aller dans un club d'astronomie puis d'avoir accès à la fois des gens qui ont la compétence, à la fois des gens qui ont des instruments probablement beaucoup trop dispendieux pour un débutant, mais ça nous permet de se faire une bonne idée. Puis ça vaut la peine. Fait, regardez dans votre environnement s'il n'y a pas un club d'astronomie, quand est-ce qu'ils font de l'observation. Ça vaut vraiment la peine d'aller les voir. Et ça peut faire naître chez vous ou sur vos enfants la curiosité, qui est probablement un des plus beaux moteurs dans la vie. Hein? Toi, Georges, t'es rendu à ta retraite et j'ai l'impression que tu as plus de plaisir maintenant que tu n'en as peut-être jamais eu dans ta vie, puis justement à satisfaire ta curiosité. Bah, j'ai quand même eu une belle vie, j'ai été choyé, j'ai eu une belle carrière, puis ça continue, c'est ce que je te dirais. Puis pour renchérir à ce que tu dis, là, regarde, je viens d'entrer dans le club d'astronomie de Mont-Tremblant. On peut être plus que dans un club, là. Moi, j'ai choisi Mont-Tremblant parce que c'est proche de mon chalet dans le Nord. Je me dis, au moins, ça me fait moins loin que Mirabel, puis on peut aller plus qu'un club, puis Tremblant, c'est un excellent club. Absolument. Aussi, là. Et puis, ils ont un plus beau ciel que ce que j'ai ici à Sainte-Thérèse, mais quand même moins beau que celui que j'ai au chalet. Alors, mon Claude, qu'est-ce qu'on fait cet été? Hein? On va dehors pour regarder le ciel, de la façon qui nous plaise. Il va y avoir chaque année, moi, il n'y a rien qui m'empêche le plaisir de m'étaler sur le patio avec mes petits-fils puis la famille, puis regarder les Perséides au mois d'août. Là. Oui. Ça, tous les moyens sont bons. Il n'y a pas de mauvais moyen de regarder le ciel. Si vous avez des jumelles, si vous avez une lentille, vous avez un télescope intelligent. Ou simplement une paire d'yeux. Ou simplement une paire d'yeux. Oui, mais ça, il faut avoir un meilleur ciel qu'à Montréal, par contre. Oui, c'est ça. Moi, j'habite vraiment au centre-ville de Montréal. Je ne vois pas grand-chose du ciel, d'où le plaisir d'aller à la campagne pour observer le ciel. Écoute, Jean... En terminant, ce que je te dirais, c'est que tu sais, mon voyage dans l'espace, ça, pour prendre le titre de ton balado, moi, je le fais dans ma cour avec mon télescope intelligent. Puis ça me fait drôle un peu parce que tantôt, je disais que ma carrière, c'était de m'occuper des lignes de distribution dans nos cours. Ben là, je suis encore dans ma cour. J'ai juste changé de... T'as levé un peu plus le regard. C'est ça. Quoique, quand on se promène, écoute, j'ai fait beaucoup de voyages, puis étant en distribution, partout où j'allais, je regardais en l'air, je regardais comment ils étaient faits, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les nôtres, puis en tout cas. Bref, c'est ça. Le voyage dans l'espace, je le fais dans ma cour avec mon télescope. C'est bien, parfait. Ben, je te remercie beaucoup, Georges. Ça a été vraiment passionnant. Puis j'espère qu'on a donné un peu le goût aux gens de se passionner pour l'astronomie amateur, ou simplement de regarder le ciel et d'admirer. Même si on ne sait pas exactement ce qu'on voit, c'est toujours un spectacle fascinant. Oui. Puis là, comme je dis, les Perséides aussi, là, les étoiles filantes, c'est le fun, ça.
Ben oui, c'est ça, à la bio, là. Oui. Je tiens à te remercier, toi, Claude, et aussi Jean-Pierre Lessard. Là, absolument. Qui est avec moi dans le club de Mirabel. Puis en fait, tant qu'à y être, je remercie le club de Mirabel qui m'a aidé à faire toutes sortes de choses. Puis probablement le club de Tremblant, ça va être pareil. Mais en tout cas, c'est vraiment pour la retraite, pour moi, c'est un fabuleux passe-temps. Excellent, parfait. Ben, salutations, Georges, puis au plaisir de se voir bientôt. Merci, au revoir. Un grand merci à Georges Simard pour le temps qu'il nous a accordé. Je vous rappelle l'adresse de son site web gsimard.ca, gsimard.ca pour de plus amples informations. Je vous rappelle également l'existence de notre plateforme Patreon sur patreon.com, où vous pouvez avoir les balados 15 jours en avance, ainsi que les fascicules écrits par Claude Lafleur, à partir de 5$. Je vous rappelle aussi l'existence du Facebook de Voyage dans l'espace pour nous contacter directement. Vos messages et votre support sont toujours très appréciés. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, je vous dis à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.